ne peuvent être mises en jeu que si une innervation sensitive et motrice leur est associée. C'est le rôle du plexus brachial qui, à partir d'une distribution métamérique crânio-caudale dans la moelle épinière, va aboutir à une distribution fonctionnelle de nerfs terminaux pour l'ensemble du membre supérieur. Le membre supérieur, pour faire fonctionner ces ensembles musculaires, articulaires et squelettiques, a besoin d'une innervation. Innervation qui va donner des ordres, mais aussi recevoir des informations sensitives en particulier. Il faut donc un contingent nerveux abondant qui va naître du système nerveux central, dans le cas présent de la moelle épinière, pour développer un système nerveux mixte, sensitif et moteur, et pour cela sur plusieurs étages, et à partir d'une répartition verticale ou crânio-caudale sur la moelle épinière, pour donner un contingent nerveux suffisamment volumineux, eh bien, ce réseau nerveux va se redistribuer par ce qu'on appelle un plexus, dans le cas présent le plexus brachial, se redistribuer, se réorganiser pour donner une série de nerfs terminaux, fonctionnels, répartis en fonctions différentes. C'est ainsi que, par exemple, le nerf radial va permettre les mouvements d'abduction, extension, supination. Ce sont des mouvements d'équilibre, des mouvements de défense, par opposition aux autres nerfs, comme le nerf médian, le nerf ulnaire, qui sont essentiellement dirigés vers les mouvements de flexion, pronation, adduction, qui est la position de travail, soit pour l'écriture, soit pour la manipulation ou la construction d'objets. Nous allons bâtir le plexus brachial en commençant par son origine au niveau de la moelle épinière. Ce schéma représente une vue supérieure de la colonne vertébrale cervicale, avec les structures osseuses que vous connaissez bien, le corps vertébral cervical, processus transversaire, une lame, un processus épineux, et sur le schéma inférieur, le corps vertébral prolongé par le processus transversaire qui forme ici une gouttière. À partir des reliefs des vertèbres cervicales, s'insèrent des muscles, en particulier le muscle scalène antérieur, sur le tubercule ventral du processus transversaire, et le muscle scalène postérieur est associé au muscle scalène moyen à partir du tubercule postérieur du processus transversaire. La moelle épinière, qui fait partie du système nerveux central, est dans le canal vertébral, protégée par le squelette. La moelle épinière va envoyer des racines nerveuses qui sont des racines motrices avec une origine ventrale et des racines sensitives lorsqu'elles sont de retour dorsal. La racine motrice est de plus petit diamètre que la racine sensitive parce que nous envoyons moins d'informations motrices que nous ne recevons d'informations sensitives. Il est à noter que la racine sensitive supporte une dilatation en forme d'olive, c'est le ganglion spinal. Les racines sensitives et motrices se réunissent au niveau du foramen intervertébral, dans cette région que l'on appelle la gouttière transversaire, avec en avant l'artère vertébrale. Cette réunion entre racines motrices et racines sensitives donne ici en couleur verte un nerf mixte, c'est-à-dire sensitivo-moteur. Ce nerf mixte passe en arrière de l'artère vertébrale, une artère de la base du cou qui va en grande partie dans le cerveau, et très vite, ce nerf mixte, qui ne fait que quelques millimètres, se divise en deux branches. Une branche postérieure, sensitivo-motrice, destinée à innerver les muscles de la région postérieure, les muscles paravertébraux, ainsi que le revêtement cutané superficiel, et une branche antérieure ou ventrale de gros diamètre, qui repose dans la gouttière transversaire, qui traverse le défilé des muscles scalènes, et c'est cette branche antérieure, sensitivo-motrice, qui va rentrer dans la constitution, dans la formation du plexus brachial. Le schéma suivant représente deux vertèbres successives, avec les corps vertébraux sur la droite, des processus transversaires, les lames et processus épineux sur la gauche, avec, entre deux vertèbres, un foramen intervertébral. Les nerfs, mixtes,
quitte le contenu du canal vertébral par le foramen intervertébral. Et c'est là que se fait la division entre branche antérieure et branche postérieure. Les branches postérieures sont bien sûr importantes, mais moins importantes et moins efficaces que les branches antérieures. Au niveau de la gouttière vertébrale, où le nerf repose sur cette gouttière osseuse, on a de part et d'autre l'empilement de petits muscles. Les muscles intertransversaires antérieurs, intertransversaires postérieurs, et, au centre, le foramen intervertébral, avec ici un nerf, très au large dans le foramen, ce qui est vrai, et qui pourra être comprimé éventuellement par une hernie discale si la hernie devient trop latérale. Ce diagramme représente la forme globale du plexus brachial, avec l'empilement des corps vertébraux, de C4 à T2, la position théorique de la clavicule, et les racines nerveuses qui vont quitter la colonne vertébrale de façon étagée. Pour la numérotation des vertèbres et des nerfs, vous vous souvenez que, au niveau cervical, le nerf prend le numéro de la racine qui est immédiatement sous-jacente. Donc si la colonne vertébrale est C4, ce nerf est forcément C4. De même, pour C5, C6, C7, C8 et T1. Alors, il y a 7 vertèbres cervicales avec les numérotations pour le nerf qui correspond à la vertèbre immédiatement en dessous, ou l'inverse, la vertèbre avec le nerf qui est immédiatement au-dessus. Chez tous les mammifères, il y a 7 vertèbres cervicales, même la girafe, et à partir de la colonne thoracique, le numéro change, le nerf prend le numéro de la vertèbre sous-jacente dans le foramen sous-jacent. C'est pour cette raison qu'il y a 8 racines cervicales, la racine C8, qui passe entre C7 et T1. De façon tout à fait accessoire, les nerfs sus et sous-jacents, C4, T2, peuvent donner une anastomose nerveuse pour les racines C5 ou T1. Il ne faut pas compter sur une récupération très satisfaisante à partir de ces racines au-dessus et au-dessous. Le plexus brachial n'est pas une structure immobile et figée. Au contraire, ce sont 2 triangles opposés par le sommet. Un triangle cervical avec une base vertébrale, un sommet au niveau du défilé costo-claviculaire, et un triangle axillaire qui continue le trajet de l'artère de donner des collatérales. Au-delà du défilé costo-claviculaire, il y a un deuxième triangle, le triangle axillaire. L'un et l'autre sont déformables. Dans les mouvements quotidiens, les mouvements sportifs entre autres, mais ce plexus brachial est fragile. Son triangle cervical peut souffrir en particulier sur les gouttières vertébrales. Imaginez un motard qui fait une chute, qui va percuter l'épaule alors qu'il glisse contre un poteau ou une pierre en dehors de la route. Il y a un mouvement d'étirement vers le bas très brutal de l'épaule et une déchirure de 1, 2 ou 5 racines du plexus brachial. Le schéma suivant représente le plexus brachial dans son intégralité, composant par composant, pour aboutir aux nerfs terminaux. On voit dans le détail cette structure avec tout d'abord la subdivision en racines, troncs et faisceaux. Les racines quittent la colonne vertébrale pour avoir un court trajet sur les gouttières transversaires. Il y a donc 5 racines, de C5 à T1. On a en distalité des racines les troncs du plexus brachial. C'est ainsi que les racines C5 et C6 se réunissent pour former le tronc supérieur, que les racines C7 restent uniques et forment le tronc moyen, et enfin les racines C8, T1, un tout petit T2, les racines C8 et T1 se réunissent pour former le tronc inférieur. En rouge, nous avons donc 3 structures, le tronc supérieur, le tronc moyen,
le tronc inférieur. Que peut-on dire à ce niveau comme collatérales? Elles sont nombreuses. Premièrement, en ayant ici le nerf C4, un petit filet nerveux, tous les jours, il y a un petit contingent nerveux qui vient d'une racine pour aller soit vers une autre racine, soit pour former un nerf, dans le cas présent c'est le nerf de Charles-Bell, ou nerf respiratoire accessoire de Charles-Bell, qui innerve le muscle serratus. Les troncs sont étagés en hauteur. Le tronc supérieur, c'est la réunion de C5 et C6. C7 reste unique. Le tronc inférieur, c'est la réunion de C8 et T1. Les troncs vont ensuite s'organiser en faisceaux. En effet, chacun des troncs se divise en un contingent ventral, un contingent dorsal. Le contingent dorsal est en couleur brune. Chacun des troncs va donner, pour le contingent dorsal, une branche, et ces trois branches vont se réunir en un tronc unique, qui est le faisceau postérieur. Par contre, les troncs supérieurs et moyens se réunissent pour un faisceau latéral. Le tronc inférieur se poursuit par le prolongement du faisceau médial. Donc de 3 troncs, on passe à 3 faisceaux, latéral, médial, postérieur. C'est une région où les branches collatérales sont assez nombreuses. Au-delà de ce plexus brachial, se forment les branches terminales pour le membre supérieur. Le faisceau postérieur donne comme branche terminale le nerf axillaire et le nerf radial. Ces nerfs sont destinés aux loges postérieures pour les mouvements d'abduction-extension. Les faisceaux latéral et médial vont se réunir, formant ainsi une anse nerveuse, mais auparavant, avant la réunion, le faisceau latéral donne le nerf musculo-cutané, une autre branche terminale. Au niveau de la réunion des deux faisceaux latéral et médial se forme le nerf médian, un nerf volumineux, destiné à l'avant-bras et à la main. Puis, sur le faisceau médial, se forme le nerf ulnaire, c'est le nerf le plus distal du membre supérieur. Enfin, en revenant vers la région médiale, on a deux nerfs exclusivement sensitifs, le nerf cutané médial de l'avant-bras et le nerf cutané médial du bras. Toutes ces branches sont les branches terminales du plexus brachial. Colorées en vert, nous avons maintenant les branches collatérales. Ces branches collatérales naissent soit sur les racines, les troncs ou les faisceaux, et sont destinées à l'appareil musculaire de la ceinture scapulaire. Ce schéma représente la position des faisceaux du plexus brachial par rapport à l'artère axillaire. C'est un diagramme en fait, avec comme repère topographique le processus coracoïde, où s'insère le muscle petit pectoral qui fait en quelque sorte une protection en avant du plexus brachial et de l'artère axillaire. Sur ce schéma, on a donc l'artère, qui est l'élément le plus rectiligne, qui constitue le centre de cette région. Tout autour s'étend le plexus brachial avec à ce niveau ses faisceaux. Et au-dessus du muscle petit pectoral, en amont, on a le faisceau latéral, le faisceau postérieur et le faisceau médial. Ces trois nerfs sont dans des gaines fibreuses indépendantes de l'artère, mais nécessitent malgré tout une dissection fine en pratique chirurgicale. Les faisceaux vont se redistribuer en fait en arrière du muscle petit pectoral, avec le faisceau postérieur, qui devient en grande partie le nerf radial, à partir du faisceau latéral le nerf musculo-cutané, puis le nerf médian avec pour moitié de contingent le faisceau latéral et le faisceau médial, puis, provenant du faisceau médial, l'artère ulnaire. On a ensuite, à partir du faisceau médial, les deux nerfs purement sensitifs, le nerf cutané médial de l'avant-bras et le nerf cutané médial du bras. On dit que le plexus brachial entoure ses faisceaux et ses nerfs périphériques autour de l'artère axillaire.
Parmi les techniques d'anesthésie, il y a des techniques loco-régionales, laissant ainsi le patient conscient, pouvant s'exprimer sur ce qu'il ressent. Et c'est ainsi que le médecin anesthésiste doit injecter un produit qui va couper l'influx nerveux pendant quelques heures, l'injecter au contact de la paroi artérielle, d'infiltrer tous les nerfs pour permettre une anesthésie loco-régionale et un travail chirurgical sur la main par exemple. Vous avez certainement remarqué que j'ai fait un lapsus en disant artère ulnaire au lieu de nerf ulnaire sur ce schéma. Merci de corriger. Ce plexus brachial contient et est constitué de nerfs de diamètre très variable. Il peut y avoir des gros diamètres, en particulier pour le nerf radial avec 19 000 axones, le nerf médian 18 000, le nerf ulnaire 16 000, mais aussi des nerfs de diamètre plus petits avec des territoires d'innervation plus restreints. C'est le cas par exemple du nerf musculocutané, du nerf axillaire, qui ne contiennent que 6 000 axones en moyenne. Ce schéma représente la systématisation du plexus brachial, c'est-à-dire quelle est la répartition des axones à partir des racines dans les nerfs périphériques, dans les nerfs terminaux. On a donc nos 5 racines avec de la proximalité vers la distalité, le nerf axillaire qui contient des fibres venant essentiellement de C5 mais aussi C6, le nerf musculocutané qui a la même répartition sur C5 et C6. Nous avons, en allant vers la distalité, ensuite le nerf médian. Le nerf médian qui est en rouge, qui commence à partager la distribution des axones avec les autres nerfs. Mais dans le nerf médian, il y a des axones de C6, C7, C8 et même T1. Le nerf radial a une constitution parfaitement symétrique par rapport au nerf médian. Reste le nerf ulnaire, c'est le nerf de la distalité, le nerf du mouvement fin des doigts, et le nerf cutané médial de l'avant-bras, qui a la même répartition d'axones que le nerf ulnaire, et qui admet en supplément le cutané médial du bras. En cutané médial de l'avant-bras, il y a un territoire quand même important. Cutané médial du bras, c'est d'un intérêt tout à fait limité. Ce diagramme qui représente schématiquement le squelette du membre supérieur, on a donc l'humérus, les deux os de l'avant-bras, le carpe, et associés au squelette, les cloisons interosseuses, les cloisons qui délimitent les loges postérieures et ventrales au niveau du membre supérieur. On a donc ainsi une cloison intermusculaire externe sur l'humérus, une cloison intermusculaire interne et la membrane interosseuse pour l'avant-bras. L'artère axillaire vient du creux axillaire et devient artère brachiale ou artère humérale au-delà du bord inférieur du muscle grand pectoral. L'artère brachiale passe sur le pli de flexion de l'articulation du coude, franchit l'interligne articulaire et donne deux terminales, l'artère radiale, l'artère ulnaire. L'artère radiale va suivre la diaphyse du radius et c'est au niveau de la région de l'articulation radio-carpienne que l'artère radiale se divise en deux branches, une branche postérieure qui est au niveau de la tabatière anatomique, et une branche superficielle qui rejoint l'arcade palmaire développée par l'artère ulnaire. Ce réseau artériel, unique en proximalité, divisé en deux au niveau de l'avant-bras, forme deux arcades de sécurité au cas où l'une d'entre elles serait défaillante. Et l'arcade palmaire superficielle a la forme de la lettre V, l'arcade palmaire profonde a la forme de la lettre U. Ce schéma montre également la distribution des nerfs. Premièrement, le nerf musculocutané, qui revient dans la loge ventrale, pour le muscle biceps, pour le muscle brachial. Ensuite, le nerf radial. Le nerf radial, venant du tronc postérieur, reste en arrière,
passer au niveau de la gouttière de torsion, revenir dans la région ventrale et donner une branche motrice postérieure qui va innerver les muscles dont il a besoin, une branche postérieure du radial, c'est elle qui innerve tous les muscles de la loge postéro-externe de l'avant-bras. On a à ce niveau de la bifurcation la branche motrice dont on vient de parler et une branche sensitive qui accompagne l'artère radiale jusqu'au niveau du poignet et qui est un contingent sensitif important. Le nerf médian. Le nerf médian naît de la fusion des deux faisceaux du plexus brachial et donne un seul nerf qui accompagne l'artère humérale, puis il reste médian au niveau de l'avant-bras avant de traverser le canal carpien. Le nerf ulnaire accompagne sur le bord interne de l'avant-bras l'artère du même nom, puis ce nerf ulnaire passe dans une dépendance du canal carpien en superficie et se distribue principalement aux muscles courts de la main. Nous allons poursuivre à titre de synthèse sur une série de diagrammes qui font la synthèse des innervations motrices du membre supérieur. Ce premier schéma met en place le nerf axillaire tout d'abord. Ce nerf axillaire, qui fait partie du contingent postérieur, va donner l'innervation du muscle petit rond et du muscle deltoïde. C'est bien sûr le deltoïde qui est le plus important. Muscle deltoïde qui permet les mouvements d'abduction, d'antépulsion, rétropulsion, qui donne le galbe de l'épaule et qui laisse un handicap physique et esthétique important en cas de non-fonctionnement. Ce nerf axillaire, on ne peut le poursuivre que par le nerf radial qui appartient lui aussi au contingent postérieur. Le nerf radial qui va innerver le triceps brachial, le muscle en connaît, le muscle brachio-radial, les muscles longs et courts extenseurs radiaux du carpe, le muscle supinateur, le muscle extenseur des doigts, le muscle extenseur du cinquième doigt, l'extenseur ulnaire du carpe. Le nerf radial innerve tous les muscles du plan profond de la loge postéro-externe, successivement le long abducteur du pouce, le court extenseur du pouce, le long extenseur du pouce, et l'extenseur du deuxième doigt. Les nerfs sensitifs, nous disons le contingent sensitif du nerf radial est représenté en bleu, mais nous nous limiterons à l'innervation motrice du membre supérieur. Le second diagramme concerne le nerf musculocutané tout d'abord. Nerf musculocutané qui est une branche latérale du faisceau latéral qui va innerver trois muscles, le coracobrachial, le biceps, le muscle brachial. Au-delà, le musculocutané n'est plus que sensitif. Le nerf médian est un nerf aussi complexe, plus que le musculocutané, va innerver les muscles rond pronateur, long palmaire, fléchisseur radial du carpe, fléchisseur superficiel des doigts, long fléchisseur du pouce, la moitié du fléchisseur profond des doigts et le carré pronateur. Au-delà, le nerf médian va traverser le canal carpien, c'est là qu'il peut souffrir, pour donner son innervation aux muscles lombricaux 1 et 2 et son innervation à une partie des muscles courts de la loge du pouce, c'est le court abducteur, le muscle opposant et la moitié du muscle court fléchisseur. Ces trois muscles courts appartiennent à la loge ténare de la main, c'est la loge des muscles, particulièrement de la colonne du pouce. Nous laissons de côté, encore une fois, l'innervation sensitive à partir de ces faisceaux pour faire la synthèse sur le nerf ulnaire. À partir du nerf ulnaire qui traverse la région brachiale sans collatéral, il va donner une innervation très faible au niveau de l'avant-bras et du coude, mais majeure au niveau des doigts. On a donc sur son trajet le fléchisseur ulnaire du carpe et la moitié du fléchisseur profond des doigts qui sont innervés par le radial. Nous avons ensuite, à partir de la main, les muscles lombricaux, puis la moitié du court fléchisseur du pouce,
l'adducteur du pouce. Ceux-ci appartiennent à la loge ténare. Ensuite, 4 muscles interosseux dorsaux, 4 muscles interosseux palmaires. C'est la loge interosseuse. Et enfin, la loge hypoténare. C'est la loge du 5e doigt, qui contient aussi des muscles courts, mais qu'on laissera sous silence cette année. Pour se résumer, la motricité du membre supérieur, et faire une synthèse, est animée par le nerf accessoire qui innerve principalement le trapèze, mais aussi toutes les collatérales du plexus brachial. Le nerf axillaire, c'est le nerf de l'abduction scapulo-humérale qui innerve presque exclusivement le muscle deltoïde. Trapèze, les collatérales du plexus brachial, le nerf axillaire, ça fait penser exclusivement à l'épaule. Le nerf radial, c'est le nerf de l'extension du mouvement de supination qui va innerver de nombreux muscles de l'avant-bras, du bras, du poignet, de l'avant-bras, les traumatismes de l'articulation métacarpienne du pouce. Le nerf musculo-cutané pose peu de problèmes. Par exemple, c'est le nerf qui permet la flexion d'avant-bras sur le bras et qui agit sur une partie de la supination par le biceps. Dans la motricité du membre supérieur, les nerfs restants, comme le nerf médian participe à la pronation, à la flexion du poignet, des doigts et du pouce, de façon partielle encore, mais aussi l'opposition du pouce. Le nerf ulnaire, quant à lui, c'est le nerf de la distalité, le nerf des petits muscles. Il obtient les mouvements de flexion, flexion du poignet par rapport au doigt, partiellement toutefois, mouvement d'adduction au niveau des pouces, extension des 2e et 3e phalanges, et l'équilibre entre flexion et extension. Ces deux schémas représentent la cartographie sensitive du membre supérieur droit, avec une vue ventrale à gauche, une vue dorsale à droite. Le nerf axillaire, nerf de la proximalité qui innerve le muscle deltoïde, a un territoire sensitif superposable au muscle deltoïde, c'est le moignon de l'épaule, et une languette qui descend jusqu'à mi-hauteur sur l'humérus. Le second nerf, c'est le cutané médial du bras, un nerf exclusivement sensitif qui innerve la face médiale de cette portion du membre supérieur entre le creux axillaire et le coude. Le second nerf exclusivement sensitif, c'est le nerf cutané médial de l'avant-bras, représenté ici en territoire bleu foncé, avec une bande cutanée sur la face antérieure du bras, au niveau du biceps, puis cette bande cutanée se déplace médialement jusqu'au niveau du poignet. Le territoire dorsal est plus restreint. Le nerf musculo-cutané, c'est le nerf du bord radial de l'avant-bras, nerf du bord radial de l'avant-bras qui va jusqu'au début de la colonne du pouce, puis un territoire important, le nerf radial qui innerve la face dorsale du bras de l'avant-bras, qui s'étend au niveau de la main, en grande partie sur la colonne du pouce, sur la face dorsale, sur la face dorsale du 2e doigt, et pour moitié du 3e doigt, en s'arrêtant au niveau de l'articulation interphalangienne proximale. Il donne un petit territoire sensitif sur la face ventrale de la colonne du pouce. Les deux nerfs restants, bien qu'ils aient un contingent important d'axones, ont des territoires petits, mais malgré tout une richesse d'innervation sensitive importante pour être et pour posséder une discrimination tactile. C'est ainsi que le nerf médian innerve le pouce, le 2e, 3e et la moitié du 4e doigt sur la face palmaire, ainsi qu'une partie de la face palmaire de la main. Le restant, c'est pour le nerf ulnaire sur cette face palmaire. Sur la face dorsale, c'est la région dorsale des 2e et 3e phalanges pour les 2e, 3e doigts, et la moitié sur le 4e doigt. Et enfin, le nerf ulnaire, le nerf de la distalité, il innerve le bord cubital ou ulnaire de la main,
depuis le poignet, sur la face ventrale pour le 5e doigt et la moitié du 4e doigt, pour la face dorsale, les territoires restants sur les 5e, 4e et très partiellement 3e doigt. Cette innervation sensitive doit être connue pour l'examen clinique, pour dépister des territoires organiques ou une cartographie complètement aberrante qui est d'origine psychogène chez le patient.